Et salutations à vous. Je crois que voilà, je voulais vous présenter toujours une petite partie comptée à Star Trek Adventure. Je Donc je vais vous raconter en fait les aventures que je fais à un petit groupe de joueurs, donc un trio. Il y a donc Thierry qui joue là, qui va jouer un capitaine, le capitaine donc du Thunder Shield de classe Akira, donc un vaisseau de la Fédération autour de la station orbitale de Narenda 3, qui est proche de l'étendue de Shackleton. Bon, toujours pas évident à dire. Voilà. Nous avons aussi donc Pierre qui joue Lars, le docteur Lars, qui est aussi affilié au Thunder Shield. Et nous avons Julie qui joue Tara, qui est, qui est une Andorienne et qui est dans le département de la sécurité. Voilà, donc cette partie comptée, je vais essayer, à la différence de mes premières tentatives, de faire plutôt vraiment que ça soit de plus en plus compte. Et donc je vais pas forcément détailler les jets, les tests que font les joueurs durant la partie. Parce que j'ai trouvé que on m'a fait un retour comme quoi, bon, c'était bien de détailler des fois les, les tests, mais que dans la partie, les tests bon, avaient tendance aussi à casser le récit quoi, de la partie comptée. Donc je vais plutôt peut-être oui, m'orienter plus favorablement vers une partie qui va moins détailler les tests. Voilà. Bon. Euh, donc je vais quand même revenir un peu sur les personnages. Donc nous avons trois personnages. Pour trois personnages, bon, plus des personnages secondaires, mais ils ne vont pas intervenir dans cette première partie. Bon, dans cette première partie comptée, ça va être surtout une présentation de l'ambiance générale de la partie, du cadre de jeu et des forces un peu en présence, disons, très légèrement. Alors, donc comme je vous disais, ça se passe dans le secteur, dans le quadrant bêta, dans une zone quasi inexplorée, coincée entre l'Empire Klingon et l'Empire Romulien. Voilà, Narenda 3, la station orbitale. Alors nous avons le capitaine Thomas Banks qui vient de recevoir sa première affectation en tant que capitaine de l'USS Thundershield, donc de classe Akira. Un vaisseau lourd, bien charpenté pour le combat, comme est le capitaine Thomas Banks. Alors il s'est déjà illustré préalablement, c'est pour ça qu'il a ses galons de capitaine. Il a pu sauver toute une petite escadrille de vaisseaux civils dans un traquenard romulien. Déjà, l'amirauté l'avait remarqué pour la magnificence lors de cette action qui avait permis à l'ensemble de la petite flottille de vaisseaux civils de se tirer des griffes d'une attaque romulienne. Et il a géré aussi des troubles dans la station Naranda 3, et qui lui a valu pour cette gestion bon, voilà, son grade de capitaine. On a Tara Azonan, donc jouée par Julie, dont Tara est une Andorienne, qui elle aussi est toute nouvelle, donc maintenant elle est officier de pont et elle est responsable donc, du département de la sécurité du Thundershield, fraîchement promue. Donc elle n'a pas encore trop l'habitude bien sûr de travailler avec Thomas. Tara a une très bonne presse, pourrait-on dire, et elle était attendue aussi par une bonne partie de l'équipage à ce poste de chef de la sécurité. Voilà, c'est une jeune Andorienne qui, pour l'instant, n'a que un bon passif, pourrait-on dire.
Nous avons Lars Foxinder, qui est le chef médecin, donc responsable aussi du département soins. Nouvellement promu aussi. Il a fait ses armes sur la station orbitale. Il a pu enrayer une épidémie de fièvre xalantienne, redoutable fièvre hémorragique, qui en plus avait la fâcheux effet secondaire de pouvoir muter et autant toucher les Klingons que les humains. Et il a été un de ceux qui ont pu mettre en place un vaccin contre cette terrible fièvre. Dont l'Amirauté a nommé de nouveaux officiers à la tête du Thundershield, donc qui est affilié à la station Narendra 3, donc la dernière station ou la première station, tout dépend de quel point de vue on se pose. Donc c'est une station qui est face à l'étendue de Shackleton. Elle se fait aussi appeler la base stellaire 364. Elle est très populaire parce qu'elle a été le théâtre malheureusement d'événements un peu tragiques. Il y a dans le système solaire en fait de Nerandra, oui c'est vrai que je dis Nerandra, il y avait eu une terrible attaque romulienne. Alors les romuliennes l'ont payé parce qu'ils ne s'étaient pas bien renseignés que en fait ce système solaire n'était pas uniquement humain mais qu'il accueillait un fort pourcentage de population Klingon. Et même c'était presque 70% de Klingons et 30% d'humains. Et donc les Romuliens l'ont payé. En plus, il y a l'USS Enterprise qui a répondu à l'appel de détresse de la colonie. Et dont les Klingons se seront retrouvés, les Romuliens se sont retrouvés avec une forte résistance Klingon. Et donc à l'honneur de cette double entente entre Klingons et humains, une station orbitale a vu son essor. Donc cette station que en termes humains on parle de base stellaire 364, mais qu'elle est devenue beaucoup plus célèbre comme Narendra 3. Elle est entrée en fonction pleinement en 2369. Voilà. Donc il y a bien sûr plusieurs commandeurs, on ne va pas rentrer trop dans les détails de la composition de la station, vu que le Thundershield a pour mission d'explorer l'étendue inexplorée justement de cette vaste nébuleuse. Il y a 3 vaisseaux qui sont affiliés à la base stellaire 364, dont l'USS Thundershield de classe Akira, l'USS Ventrue de classe Galaxy et l'USS Bellérophon de classe Intrépide, dont le capitaine Thomas Banks est maintenant chargé de gérer l'équipage du Thundershield. Donc l'étendue de Shackleton est un endroit très dangereux, réputé pour, je dirais, des courants électromagnétiques et gravimétriques très dangereux qui traversent en fait toute l'étendue. Donc franchir ces courants pour les vaisseaux est déjà en soi une assez grande difficulté. Bon, et l'équipage du Shackleton et de l'USS Thundershield est très bien aguerri par la force des choses à ces problématiques
assez dangereux pour la navigation. Ils ont tendance à gêner en fait les boucliers, la modulation des boucliers, déjà aussi. Donc il faut isoler le vaisseau du gros des effets de ces courants électromagnétiques. Tout simplement, si l'officier de bord n'arrive pas à maîtriser les harmoniques fluctuantes qui viennent pénaliser les boucliers, tout simplement, ça risque en fait de griller les émetteurs de boucliers des vaisseaux. Donc les vaisseaux seront totalement désarmés. Alors, cette étendue, dans ses premiers parsecs, et il y a donc trois zones dans l'étendue à courte distance de distorsion. Donc, comme je disais, il y a l'espace Klingon, la zone neutre romulienne et plusieurs voies spatiales. Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs aussi, d'histoires qui continuent à se répandre à travers l'espace peuplé et donc la station Nerandra fait office de bout du monde. Donc le vaisseau, l'USS Thundershield, donc, est un vaisseau de type Akira. Donc ce sont des vaisseaux lourds, puissamment armés, compacts et avec lourdement armés. Donc un vaisseau tout à fait approprié pour s'aventurer dans l'étendue inexplorée. Ce vaisseau n'a pas vraiment essuyé, je dirais, n'a pas survécu à un gros conflit pour l'instant. En fait, l'équipage a essuyé lui aussi la curieuse pandémie de fièvre. Ils ont pu bien entendu se mettre en quarantaine plus facilement par rapport à la station. Donc le vaisseau n'a pas eu vraiment un baptême de feu. Donc comme je vous disais, la classe Akira est la plus compacte possible. Donc le vaisseau est connu pour avoir un puissant bouclier sur l'intégralité de sa surface. La classe Akira est également équipée de 2 larges hangars à navettes, ainsi que des installations permettant la maintenance et l'entretien de toutes ces navettes. Ça confère, donc la classe Akira, avec toutes ces navettes, confère bien entendu une suprématie spatiale qui le rend particulièrement redoutable en combat et qui permet aussi, même en temps de paix, de longues recherches au cœur des systèmes stellaires. Alors, il y a bien sûr un lance-torpille de classe Akira qui est une exception au sein de la flotte de Starfleet, car il consiste en une série de tubes alignés capables d'effectuer un tir de barrage presque continu, grâce à son système qui échelonne les tirs de chaque tube. Donc ce lance-torpille à tir rapide a été, pour ses adversaires, moyennement apprécié. Il y a donc aussi cette fameuse armure ablative que je vous parlais, et ces vastes hangars. Donc pour le Thunder Shield, il y a donc quelques navettes ont été supprimées pour tout simplement un runabout de classe Danube qui a été mis à bord. Donc c'est un appareil qui a une autonomie plus que correcte. Donc le capitaine Thomas Banks a reçu l'ordre d'explorer une nébuleuse particulière qui cacherait en son sein un essaim conséquent de systèmes solaires. Celui qui intéresse donc l'état-major
et le système Draconis 13, surnommé ainsi pour la curieuse forme de sa nébuleuse qui fait rougeâtre, qui fait vaguement penser au profil d'un dragon aux ailes déployées. Donc le vaisseau est parti, dans le Thunderchild est parti en direction de ce système solaire inexploré. Donc les premières images révèlent une naine blanche entourant deux énormes planètes rocheuses. Vu les dimensions et vu leur gabarit de la taille de Jupiter, il y a peu d'espoir qu'il y ait de la vie. Mais néanmoins, il faut visiter ce curieux système solaire. Le voyage en distorsion jusqu'au système donc de Draconis 13 se passe relativement bien. Donc le Thundershield fuse à travers sa ligne de distorsion. Par contre, quand le Thundershield se matérialise dans les franges du système Draconis 13, d'entrée de jeu, c'est branle-bas de combat et alerte sur le pont. D'entrée de jeu, le Thundershield est véritablement ballotté par des poussières stellaires en très grande quantité dans le système de Draconis, qui apparaît sur les écrans comme étant en fait un vaste nuage d'accrétion et de poussières diverses, avec au centre une naine blanche, guère plus grande que la Terre, donc presque quasi invisible vu sa petitesse par rapport au système solaire donc, de Draconis 13, dont le Thundershield se retrouve dans une véritable, je dirais, un chaudron de poussière stellaire énorme. En plus, il y a des débris qui peuvent s'apparenter quasiment à des astéroïdes. Donc il détecte deux planètes qui sont comme des rochers brisants. Ils sont de véritables écueils aux terribles forces d'accrétion de ce système. Donc ils semblent être des points d'ancrage, et même si ces planètes sont gigantesques, elles font peut-être 50 fois la taille de la naine blanche. Tous les officiers du pont sont plus concentrés sur la survie du Thundershield que de contempler le caractère singulier de ce système stellaire. Donc les forces gravitiques sont telles que le jeune lieutenant Miller, qui est aux commandes, pour tenter de faire survivre les émetteurs de boucliers, donc il n'y arrive pas. Il essaye tant bien que mal de maintenir les émetteurs de boucliers en fonctionnement, mais très rapidement, tous ces émetteurs sont grillés par rapport à l'incroyable quantité de poussière stellaire qui s'abat sur le navire. Et les émetteurs de boucliers donc, sont balayés, et donc les boucliers par conséquent sont inopérants, et le Thundershield est soumis à une véritable douche de poussière, comme si en fait à l'échelle bien sûr du vaisseau, le vaisseau serait totalement ensablé, vivant, on pourrait dire, dans ce nuage de poussière. Donc le pont bien sûr frétille d'activité, l'alerte, bien sûr, le capitaine Thomas a fait passer le pont sur l'alerte rouge, et tout le monde est cramponné à ses pupitres d'ordinateur, et tente tant bien que mal de faire survivre le plus longtemps possible l'ensemble des
des départements et des structures du vaisseau. Heureusement qu'on pourrait dire que c'est une classe Akira, avec son armure ablative épaisse. Le vaisseau à peu près conserve, n'est pas mitraillé du moins de débris qui pénétreraient la structure du vaisseau. L'armure ablative a au moins cet avantage-là et permet au vaisseau de survivre à toutes ces vagues incessantes de débris. Donc bien entendu, l'ensemble de l'équipage est sacrément malmené. La gravité artificielle est mise à rude épreuve. Et bien sûr, la plupart des officiers se concentrent sur les structures vitales et la conservation des engins et des appareillages vitaux à bord à bord du vaisseau. Bien entendu, ils sont loin d'imaginer que dès les premières minutes de la mission, du moins dès la sortie de la distorsion, ils étaient bien loin d'imaginer que cette mission d'exploration pourrait tourner autant à la catastrophe. Donc très rapidement, l'officier Miller doit... Alors l'officier Miller est entre guillemets un personnage non-joueur ou un personnage secondaire que Pierre peut contrôler. Donc il a Lars, Foxinder, et il a aussi donc le lieutenant Miller qui s'occupe du pupitre scientifique et de l'ingénierie. Il a déjà une lourde tâche. Donc le capitaine a vite demandé l'intervention de l'officier, du maître ingénieur, du chef ingénieur, mais simplement que celui-ci est déjà fort occupé en salle des machines parce que le vaisseau est fortement sollicité et il risque de sombrer dans la tourmente infinie de cette danse autour de cette minuscule petite naine blanche. Donc il y a très rapidement, Miller dit qu'il faut absolument quitter cette zone de débris et rejoindre l'œil du cyclone, c'est-à-dire la zone quand la naine blanche, quand le soleil de ce système a explosé, et rejoindre très rapidement l'œil du cyclone, la zone d'accalmie qui est autour de la naine blanche. Et donc c'est le pilote Meyers qui va tenter fébrilement et très rapidement une action de pilotage rapide pour passer avec un fort niveau d'impulsion jusqu'à cette zone d'alcalmie. Et là, nous voyons toute l'expertise du pilote Meyers. Alors, le pilote Meyers est un personnage secondaire aussi, donc joué par Thierry, qui a déjà le capitaine. Donc, le capitaine, Thierry sera aussi de temps en temps amené à jouer le pilote. Et donc là, superbe jet. Et l'action de pilotage est une réussite totale, et en 2-3 minutes, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, mais pas totalement, le vaisseau se retrouve enfin dans cet œil du cyclone. S'il y avait eu des caméras extérieures, le vaisseau véritablement comme une balle sortait du nuage d'accrétion, enveloppé de nuages sporadiques et sortant de cette soupe stellaire. Alors le vaisseau bien sûr a subi des dégâts, très certainement. Déjà l'ensemble des officiers sur le pont soufflent. Enfin ils peuvent se poser et commencer à regarder l'ensemble des alertes qui apparaissent sur leur pupitre et voir un peu l'étendue des dégâts. Donc le capitaine s'adresse à l'officier Miller. Alors, l'officier Miller est un homme de grande stature,
très, très maigre. Il fait presque peine à voir. Il est d'un visage assez sévère et au crâne impeccablement rasé. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il est très sérieux, obstiné, consciencieux, par trop peut-être, par trop rigide, mais bon, il fait bien son taf. Donc le capitaine Thomas donc, se tourne vers l'officier Miller. Non Miller, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'état du vaisseau? Capitaine, la mauvaise nouvelle, on s'y attendait, à peu près 80% des navires qui rentrent dans l'étendue en subissent ces effets. Ça n'a pas raté. Le courant électromagnétique a balayé les émetteurs de boucliers. Ils sont morts. Donc, à partir de maintenant, nous ne pouvons plus compter sur nos boucliers. Il faudra que le vaisseau passe en cale et ait des pièces de rechange pour que les boucliers soient de nouveau opérationnels. Ensuite, plus de peur que de mal. Il a reçu une belle douche abrasive. On peut dire au revoir à la peinture, mais à part ça, ça va. Merci officier. Et excusez-nous, nous avons un message rentrant du chef ingénieur, Costa. Passez-le sur le pont. Ici, Costa, capitaine, je voulais vous faire un petit point sur la salle des machines. Les moteurs à impulsion ont tenu bien le choc, mais les filtres de dégagement d'énergie sont complètement obstrués. Et sûrement en piteux état par rapport à la grêle qui s'est abattue sur eux. Donc je dirais que nous pouvons compter sur les moteurs à impulsion, mais il ne faut pas les faire chauffer. Et si on devait rentrer dans cette soupe, je présage rien de bon pour la survie des moteurs à impulsion. Voilà, capitaine. À part ça, rien à signaler aussi au niveau de la salle des machines. Plus de peur que de mal. Merci, chef ingénieur Costa. Bon, maintenant que nous avons attendu ce que nous avons traversé, nous allons réfléchir à l'avenir. Bon, décidément, ce système stellaire Draconis 13 porte bien son nom. Décidément, le nombre ne nous a pas porté bien beaucoup de chance. Bon, officier Miller, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces planètes? Capitaine, il me faudra bien sûr étudier tout cela et analyser tout cela plus précisément, mais ce sont des planètes rocheuses constituées à peu près de 80% de fer. Elles sont énormes, toutes les deux de la taille du Jupiter. Vu que leur constitution est principalement ferreuse, eh bien, elles résistent assez bien à la douche abrasive. Par contre, les algorithmes d'habitabilité sont parlants. Il n'y a aucune chance qu'il y ait de la vie à la surface. Peut-être sous terre et encore. Il y a une intense activité tellurique. La pression et la gravité sur ces deux planètes sont colossales, bien sûr, à l'échelle de leur taille et de leur masse. Donc je dirais que ce système stellaire fait peine à voir. Il n'a sûrement pas dû être toujours comme ça, mais sûrement que depuis l'avènement de la naine blanche, il a pris cet aspect-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le courant électromagnétique est très puissant. Et il y a bien une intense activité gravimétrique qui est centrée sur l'étoile blanche, mais elle se disperse et se délite très rapidement. C'est assez singulier. Il faudrait que j'étudie cela aussi plus précisément. D'accord, officier Miller. Très bon travail, très bon travail. Bon, eh bien, je crois que nous avons un planning de tracé. Capitaine, c'est alors que nous ne l'avions pas entendu jusqu'à présent, Tara Azonan, l'Andorienne, chef de la sécurité
à bord du Thundershield prit la parole. « Capitaine, il y a un objet non identifié qui sort du nuage stellaire de poussière. Il est important, il fait à peu près 6 km de diamètre. Il a une forme étrange, singulière, un ovoïde argenté, parfait. Qu'est-ce qui se passe, Tara? Vite, passez l'image sur l'écran du pont. » Et là, tout l'équipage, tous les officiers pouvaient voir donc émerger de cette soupe de poussière un énorme ovoïde parfait de couleur argentée. Il devait faire à peu près facilement 6 km de diamètre. Il était gigantesque, véritablement à la perpendiculaire du Thundershield. Il se dégageait du nuage à toute vitesse. Puis, curieusement, cet étrange engin se mit à ralentir. Il y avait encore des fumerolles et des fumées et des nuages de poussière qui s'étaient enroulés autour de ce curieux engin. Mais là, devant leurs yeux ébahis, ils pouvaient constater ce magnifique ovoïde argenté. La pâle clarté de la naine blanche l'éclairait. Il semblait briller et laisser miroiter comme d'étranges écailles sur l'ensemble de sa structure. L'officier Miller avait le regard grave, se tourna vers le capitaine et dit que ses scanners étaient inopérants. Rien ne passait à travers ces curieux alliages. L'engin paraissait totalement opaque. Et nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode, avec donc pour la suite la découverte et la rencontre avec ce curieux ovoïde argenté venant d'on ne sait où et réservant qu'elle sorte à l'équipage du Thundershield. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire et cette accroche vous a plu. Et si c'est pas si mal que ça, et bien pourquoi pas, je vous ferai donc l'épisode 2. Allez, à la prochaine.